ce qu'on trouvait assez rageant quand même à ces moments-là, c'était tout cet écosystème et ce qu'on pouvait lire un peu partout de communiqués qui étaient repris mot à mot sans même vérifier quoi que ce soit, sans même vérifier un client, et c'était le communiqué de presse de la levée qui était repris tel quel dans des articles, et on se disait mais les mecs, en fait c'est pas vrai ce qui est dit dans cet article. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, bonjour Sarah, bonjour Dan. Bonjour. Bonjour. En préparant ce podcast, je suis tombée sur une vidéo de vous en 2013 et vous avez bien changé depuis. Et le site de My Photo Agency aussi, parce qu'on le voyait sur la vidéo et ça m'a étonnée parce que je ne reconnaissais pas exactement la DA. Quel parcours ? Vous allez pouvoir nous en parler juste après. Mais auparavant, je voulais quand même préciser pour nos auditeurs que c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce qu'on va croiser l'interview des deux cofondateurs, Sarah Eisenman et Dan Klejewski, c'est bien comme ça qu'on prononce ? Klejewski, c'est parfait. Klejewski, parfait. Qui sont donc les fondateurs de My Photo Agency. Et pour vous donner un peu de contexte, dans Just Focus, on a souvent un invité principal qui vient avec un invité de son choix. Et en préparant l'épisode avec Sarah m'a dit « mais mon invité, je veux que ce soit Dan ». Et c'est pas tout à fait un hasard parce que vous êtes associés dans la vie pro, mais aussi engagés d'un point de vue associatif. Et je vais vous laisser en parler vous-même, parce que j'en ai assez dit. Et je vous laisse vous présenter tous les deux. Peut-être que Dan, Sarah, allez, honneur à Sarah. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Sarah Eisenman, j'ai 39 ans. Je suis maman de 2 petites filles de 8 ans et 4 ans. J'ai fait des études de communication politique. J'ai ensuite travaillé pour 2 fondations. Donc dans le non-profit, une fondation biétatique, la fondation France-Israël, et une ONG humanitaire, la fondation Casque Rouge, avant de me lancer donc, dans cette aventure entrepreneuriale avec Dan, celle de My Photo Agency, il y a maintenant un peu plus de 12 ans. Top. Et toi, Dan ? Alors, moi, c'est Dan Klejewski. J'ai 38 ans aussi. Je suis marié. J'ai un jeune bébé de 3 mois et demi. Je vis à Tel Aviv et je suis une semaine par mois à Paris. Je suis installé à Tel Aviv depuis maintenant 6 ans. Avant de créer My Photo Agency, j'ai une formation d'avocat, une formation juridique. J'ai jamais vraiment exercé, mais j'ai le diplôme. Ça fait plaisir à ma famille, essentiellement. Ce diplôme, il n'a pas été très utile au-delà de ça. J'ai travaillé ensuite pendant quelques années en production audiovisuelle télé, parce que c'était vraiment ce qui me passionnait à l'époque, en création, développement de programmes télé pour les grandes chaînes, et avant de retrouver Sarah, comme elle a pu l'expliquer, autour de la création de My Photo Agency. Alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Comment vos chemins se sont croisés, justement ? Justement, j'allais te dire, on s'est rencontrés dans un cadre militant, qui est, je crois, ce qui nous lie aussi beaucoup, nos valeurs, nos convictions, notre détermination à les défendre. Quand on était étudiants tous les deux, Dan à la fac, moi au CELSA, on a milité ensemble au sein de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Et entre autres projets, il s'avère qu'on a été amenés tous les deux à organiser un spectacle qui s'appelait Rire contre le racisme, en partenariat avec SOS Racisme, au Palais des Sports. L'idée, c'était de mobiliser des humoristes pour déconstruire les stéréotypes racistes et antisémites sous le prisme donc, de l'humour. Et on a bien aimé travailler ensemble, c'était efficace, on était complémentaires, ça se passait bien, on était jeunes et ambitieux et sacrément productifs à ce moment-là de la partie. On s'est dit, chacun va faire sa life et à un moment donné, si la vie nous l'offre, on se retrouvera peut-être pour créer une boîte ensemble. Ok. Et la création de la boîte s'est faite de façon assez naturelle, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans un cadre amical, un brunch chez des amis en commun, et puis on se racontait, on s'updatait nos vies professionnelles, nos vies personnelles. Et Sarah m'a exposé le fait qu'elle avait très envie d'avoir un projet entrepreneurial. Moi, j'étais jeune, en tout cas, je commençais à peine à travailler. J'avais très envie surtout de m'associer avec Sarah à l'époque, et je me suis
suis dit, j'ai pris ça plus comme une aventure, au-delà de se dire que je vais créer ma boîte. C'était vraiment une aventure, c'était avoir un projet en plus de la vie professionnelle, et on verra où ça va nous mener, mais en tout cas je trouvais ça fun et intéressant de se retrouver le samedi et de parler d'un projet entrepreneurial. Ok, canon. Et donc, à ce moment-là, Sarah, toi, tu avais déjà en tête My Photo Agency, ou c'était pas du tout... Enfin, tu avais vraiment juste envie de créer une entreprise? J'avais en tête le My Photo Agency dont tu as parlé en introduction. Donc, il n'a absolument plus rien à voir avec le My Photo Agency d'aujourd'hui. J'avais une idée globale et une conviction autour du marché de la photographie qui m'est venue un peu par hasard, puisque Dan et moi, on ne vient pas du tout du milieu de la photo, on n'est pas photographe. Comme vous l'aurez compris, on a plutôt dépassé de chef de projet, de coordinateur, de faiseur. Et moi, j'étais sur la fin de mon aventure au sein des 2 ONG dont je vous ai parlé. Et la même semaine, j'ai 2 amis photographes qui m'ont contacté pour me demander, aucun rapport les deux, pour me demander de les aider à exposer leurs photos. Et je me suis dit, pourquoi moi ? Parce que j'y connais rien en photo. Et qu'est-ce qui manque dans leur entourage ou à leur disposition pour qu'ils viennent me solliciter pour les aider à monter cette expo. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait autour du marché de la photographie qui à l'époque était extrêmement atomisé. C'est un marché qui commence à l'être mais qui n'était pas du tout structuré, sans aucun standard. Et de l'autre côté, on avait une explosion de la tendance photo. Il y a du coup le temps qu'on lance, il y a 14 ans, la photo était le média, le contenu le plus viral sur les réseaux sociaux. Tout le monde parlait de ça. Et à contrario, de façon professionnelle, ça bougeait pas du tout. On était encore sur des shootings photos à la papa, avec des rémunérations à la papa, avec des modes de production très à l'ancienne, donc qui manquaient clairement d'efficacité, de productivité. Et donc, la demande du digital en matière de contenu photo ne rencontrait absolument pas une offre des photographes qui était beaucoup plus orientée print. Okay, c'était ça le sujet de l'époque. Et nous, on s'était plus dirigé vers... une nébuleuse artistique, on va dire, en se disant explosion de la tendance photo, essayons de découvrir le JR de demain. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Tu peux peut-être raconter. Et après, on s'est dit qu'il fallait gagner de l'argent. Alors même si on a beaucoup cru au produit de départ et au projet de départ pour pouvoir en faire une activité rentable, on s'est assez rapidement rendu compte que c'était pas notre métier, l'artistique, que c'était pas notre métier de faire émerger de nouveaux talents artistiques, même si on aimait faire des expositions en galerie, on aimait organiser des vernissages, c'était assez fun, mais c'était absolument pas rémunérateur. Et si on changeait pas très rapidement de modèle, on allait faire couler la boîte. Et du coup, c'est vrai que on s'est très rapidement rendu compte que la force qu'on avait et qu'on avait déployée, c'était cette communauté de photographes qui s'était inscrite sur le site internet, et cette communauté qui allait nous permettre d'adresser des demandes et des besoins de grandes entreprises qui avaient besoin de produire du contenu. Et du coup, même si on ne le mettait pas en avant sur notre site internet, on avait de plus en plus de demandes d'entreprises pour trouver un photographe pour initialement un événement, pour réaliser un shooting d'un magasin, pour des choses comme ça. Et on s'est dit que le fait d'avoir un réseau national de photographes professionnels était vraiment la clé, et c'est ce qui a été le pilier, le pivot de My Photo Agency, qui était celui de se dire que maintenant on est, en tout cas à partir de ce moment-là, on est devenu un réseau, une agence qui regroupe un réseau de photographes professionnels sur tout le territoire, pouvant répondre aux besoins d'entreprises plus ou moins grandes, qui ont des besoins récurrents et en nombre de production de photos. Et ensuite est venue la vidéo, la visite virtuelle. Vous aviez à l'époque uniquement des photographes professionnels dans votre communauté? On a commencé avec des photographes professionnels et des photographes amateurs, quand l'idée c'était de les aider à exposer et à faire émerger, comme le disait Dan, les photographes de talent de demain. À partir du moment où on a basculé sur un modèle non plus B2C mais B2B, on s'est concentré, on s'est attaché à ne travailler qu'avec des photographes professionnels. C'était d'ailleurs tout l'enjeu de notre marché. Pareil, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu une excitation autour de notre business avec un écosystème concurrentiel très dense qui nous a toujours différencié de la concurrence, c'est de ne mobiliser que des photographes professionnels. Considérant d'une part qu'il y avait suffisamment de bons photographes professionnels pour ne pas faire appel à des amateurs
ou des semi-amateurs, et également pour s'inscrire dans une dynamique de responsabilité. Donc on ne travaille qu'avec des photographes, par exemple, qui ont une assurance professionnelle, qui ont un statut pour facturer. La photo, c'est un métier. Ça, c'est une conviction qu'on a depuis le premier jour et qu'on porte en réalité. On pourrait imaginer que c'est une banalité, mais pas du tout. C'est poser la question très forte à un moment donné de savoir si finalement tout le monde n'était pas capable de faire de la photo, est-ce qu'il fallait confier ça qu'à des photographes professionnels? La photographie, c'est un métier. C'est pas le nôtre. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les photographes, de répondre aux attentes des entreprises en organisant des shootings photos. Et donc, on ne travaille qu'avec des photographes dont c'est la profession. Et on s'est vite rendu compte aussi que il y a des bons photographes professionnels sur tout le territoire, et on n'a pas besoin de faire appel à une personne qui est assistant médical le matin et qui a un appareil photo pour pouvoir répondre à un shooting photo au fin fond d'une région française. C'est-à-dire qu'on a réussi à développer un maillage extrêmement puissant de photographes extrêmement expérimentés, extrêmement volontaires pour développer et poursuivre leur carrière, parce que on apporte dans certaines régions, grâce à des contrats nationaux, du travail à des photographes en local qui n'auraient pas pu espérer pouvoir travailler pour cette chaîne d'hôtels, pour cette chaîne de magasins, parce que de façon indépendante, ils pouvaient pas avoir ces opportunités-là. Et on est assez fiers aujourd'hui dans le contexte actuel qu'on connaît sur plein d'aspects, environnemental ou autres, de se dire qu'on va faire travailler le photographe local qui va faire un shooting photo à 10 minutes de chez lui et pouvoir permettre le maintien. Alors, à notre niveau, c'est pas à notre niveau où on va pas les faire vivre nous uniquement, mais en tout état de cause, on a des photographes avec lesquels on travaille depuis 12 ans maintenant, qu'on accompagne, qui nous accompagnent, qui ont grandi avec nous, et c'est vrai que c'est une vraie fierté de pouvoir. On aime beaucoup quand on se déplace à titre personnel ou professionnel. Quand on est dans une ville, on dit souvent est-ce que on va regarder tous nos photographes avec lesquels on travaille régulièrement pour les rencontrer, parce que c'est génial de se dire que où qu'on aille en France, il y a des photographes à proximité avec lesquels on travaille. C'est super intéressant. Et je crois qu'une des grosses forces de votre business model, c'était justement d'accompagner des chaînes qui ont des ancrages locaux. Hein. C'est ça, à quel moment vous avez réussi à parler à ce type de gros organismes, des grosses chaînes? Très rapidement, en réalité, puisque donc on a pivoté 2 ans après avoir créé My Photo Agency. Ça a été rapide. Nous, pareil, ça c'était une des grandes convictions. Soit on est capable d'apporter de la valeur, et pour nous, apporter de la valeur sous-entend générer de la croissance et générer du résultat. Soit on arrête, c'est qu'on n'a pas besoin de nous. Donc, quand sur le projet artistique, on n'y arrivait pas et qu'on a pivoté, on faisait des événements un peu one-shot, la réalisation de portraits, et s'est présenté une première demande entrante via notre formulaire de contact de la part d'Optical Center, le réseau de magasins que vous connaissez, qui nous a sollicité pour réaliser les photos de leurs équipes en 3 semaines pour la carte de vœux annuelle, que chaque magasin puisse envoyer aux clients du secteur une carte de vœux personnalisée et humanisée. Et Optical Center avait perçu la valeur de notre réseau. On était les seuls en France à être capables de mobiliser des photographes professionnels en région. On a assuré, à l'époque, c'est Dan et moi. Ensuite, on a BNB Hotel qui, pareil, nous a sollicité de mémoire pour une 20aine d'hôtels. Et de fil en aiguille, les prestations se sont multipliées jusqu'à ce que l'immobilier arrive. Et l'immobilier, c'est ce qui a été le vrai tournant et la vraie automatisation du modèle, qui va avec aussi la création d'outils digitaux, une plateforme aujourd'hui qui est extrêmement performante, permettant de fluidifier les échanges entre nos clients et les photographes, avec des échanges de flux d'informations pour les lieux de shooting, pour réceptionner les livrables, etc. Et ça a été le lancement de la collaboration avec Foncia, donc les réseaux d'agences immobilières dans toute la France, avec un contrat initial pour réaliser plus de 3000 reportages photos, et on s'est vite rendu compte que ces 3000 avaient été sous-estimés, puisqu'on a rapidement augmenté les volumes pour faire aujourd'hui plus de 8000 reportages photos par an pour Foncia, dans un contrat qu'on a on travaille avec Foncia depuis au moins 7 ans, et du coup ça a été un vrai changement, un vrai pivot qui fait qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un modèle à aller creuser, et c'est ce qu'on a fait après avec beaucoup d'autres acteurs de l'immobilier pour arriver aujourd'hui avec plus de 30 000 reportages photos immobiliers réalisés en France par an,
en mobilisant plusieurs centaines de photographes et en développant un outil toujours plus performant, interconnecté avec nos clients pour leur permettre d'avoir accès à la prestation photo, visite virtuelle vidéo parce qu'on a étoffé nos offres, en 2 clics. Aujourd'hui, on est vraiment un guichet unique de centralisation des commandes de reportages en tout genre pour ces sociétés qui ont besoin de produire tout le temps, partout. On parlait donc avec Optical Center du retail, avec B&B Hotel de l'hôtellerie, avec Foncia de l'immobilier. C'est presque infini, et on a une profondeur de marché très importante. Je vous parlais à titre d'exemple de l'affichage publicitaire. Nous, on va shooter chaque semaine les campagnes diffusées sur les panneaux JC Deco et Claire Chanel pour que ces afficheurs puissent justifier de la diffusion et montrer à quel point ça a été performant, etc. Mais c'est à l'infini. En marque employeur, où on réalise des centaines d'interviews chaque année pour le Figaro Classified, pour les réseaux sociaux, où on va produire des natures mortes. En culinaire, le culinaire qui est aussi une grosse verticale. On travaille pour Zen Chef. Chaque jour, on shoot les plats des restaurateurs partenaires de Zen Chef pour qu'ils aient une vitrine digitale homogène et professionnel. Donc notre force, c'est ce réseau de photographes. Et notre élément de différenciation, c'est vraiment l'expertise de notre équipe qui a une vraie connaissance de chacun des métiers de nos clients, de chacune de leurs spécificités et qui est capable de déployer des productions sur mesure de manière très efficiente. Parce qu'en ayant ce réseau de photographes, ça nous permet d'éviter les frais de déplacement et d'hébergement. En digitalisant la chaîne de production avec la web application dont parlait Dan qui permet à nos clients de commander les reportages en ligne, aux photographes de les planifier en ligne, de livrer leurs photos en ligne. Les clients reçoivent les photos, on gagne du temps et donc on gagne de l'argent. On est capable d'être plus agressif en termes de tarifs puisque le temps homme de nos équipes est moins conséquent. Et par ailleurs, on facilite la vie des photographes à qui, naturellement, on va chercher des missions, mais pas que. On fait aussi le job de la facturation. On les aide à disposer d'outils de planification, d'organisation, etc. Donc, je crois que c'est un partenariat tripartite très win-win. Pour nos clients, ils peuvent produire plus et donc enrichir essentiellement leur vitrine digitale, mais pas que, parce qu'on fait aussi des photos qui sont utilisées, je pense à la Fondation du patrimoine, par exemple, le loto du patrimoine de Stéphane Bern. Chaque année, on shoot des édifices éligibles à la rénovation et les photos sont utilisées sur les tickets du loto du patrimoine. La revue Le Chef, pour qui on fait les couvertures. On a fait une campagne de pub pour la Monnaie de Paris, mais c'est quand même essentiellement du digital. Donc, nos clients peuvent produire plus. Nos photographes travaillent plus, mais ont surtout plus de récurrence. Donc, la presque garantie, sans que ce soit contractuel naturellement, puisque ce sont que des freelances, mais la garantie d'avoir chaque mois des revenus assez réguliers, ça se joue avec les saisons. En septembre-octobre, c'est la photo scolaire. En juin-juillet, c'est la photo d'architecture des programmes livrés. Enfin, vous voyez, il y a quand même cette récurrence. Et pour nous, évidemment, on a plus de clients, plus de shooting et donc une croissance et une rentabilité plus accrue. Et qui est-ce qui est garant de la qualité du produit fini ? C'est le photographe ou vous intervenez sur la partie post-prod C'est le photographe qui intervient sur la partie post-prod parce qu'on considère que pour qu'il soit bien investi dans la prise de vue, c'est important qu'il puisse aussi produire le livrable final, parce que beaucoup de choses se jouent au moment de la prise de vue, et du coup, les photographes et globalement un vrai photographe professionnel souhaitent faire la post-production, parce qu'ils souhaitent délivrer un produit fini. Ça n'empêche que nos équipes en interne opèrent systématiquement un contrôle qualité pour s'assurer un respect assez strict du cahier des charges qu'on a défini avec les clients. Parce que nous, on s'engage globalement au respect du cahier des charges. C'est notre engagement, celui de se dire que on fait intervenir et on peut choisir quel photographe on va faire intervenir sur quel besoin parce qu'on estime être les mieux placés pour pouvoir sélectionner tel ou tel photographe en fonction de la demande, mais on garantit un résultat. Obligation de résultat sur le cahier des charges, donc on opère un contrôle qualité. Et c'est très important d'avoir ça en tête puisque on utilise le digital pour optimiser nos productions, mais on est très attaché à la notion d'agence. On offre un service humanisé avec un accompagnement quotidien de la part de nos chefs de projet, des propositions sur mesure. C'est pas parce que tu es une entreprise qui évolue dans le secteur de la promotion immobilière qu'on va t'adresser les mêmes propositions que tes petits copains du marché.
Absolument pas, parce que chacun a des stratégies marketing, comme digital différentes. Donc, on met un maximum de tech et de digital pour être efficace, mais il y a une prestation humaine à la fin, en l'espèce, par rapport à la question que tu posais, sur le contrôle qualité. Tu disais tout à l'heure, Sarah, au début, vous êtes arrivée à un moment où la photo explosait. C'est effectivement un marché qui a eu de cesse d'évoluer ces 15 dernières années. Vous étiez au premier âge pour le voir. Je pense par exemple à ces banques d'images, par exemple, dans un premier temps, qui sont développées, qui étaient beaucoup moins présentes et performantes à l'époque. De mémoire, il y avait quelques banques d'images, mais avec des photos qui étaient réputées pour être très peu qualitatives. Ensuite, on a eu aussi le développement des plateformes de freelance. On a maintenant l'IA qui se développe aussi sur la photo. Comment est-ce que vous avez traversé ces différentes évolutions du marché et aujourd'hui aussi, comment est-ce que vous les abordez ? En gardant le cap. À l'époque, effectivement, il y avait Getty, iStock, etc. C'est toujours très utile pour une certaine typologie d'acteurs, mais je crois qu'à l'ère du marketing local, de la communication locale, où on veut pouvoir adresser chaque cible par rapport à ses attentes, où on segmente, en fait, on est dans une communication de segmentation, notre offre de service a plus que jamais de la valeur. Tout le monde veut avoir sa banque d'images personnalisée. Je vous parlais tout à l'heure de marque employeur, mais on fait de manière très régulière des shootings corporate, des shootings de marque pour des clients qui veulent avoir leur corpus. C'est leur vitrine. Aujourd'hui, tout passe par l'image. Personne ne lit les textes sur les sites internet. Donc, je crois qu'être capable, à un instant T, de pouvoir répondre de façon extrêmement personnalisée aux besoins d'un client, en étant capable aussi d'être réactif et économique, parce que c'est ça l'enjeu. On n'a rien inventé. Tout le monde veut avoir ses photos. C'est évident. Le problème, c'est qu'avant, ce n'était pas accessible. Je crois qu'on a rendu le sujet accessible en ne le bradant pas, en ne le paupérisant pas et en ne l'affaiblissant pas. Et c'est pareil avec l'IA. Là, je vous parlais du passé avec les banques d'images. C'est pareil avec l'IA. Très clairement, nous, on voit aujourd'hui l'IA comme une opportunité. Une opportunité en interne, encore une fois, d'aller plus vite et d'aller plus loin. On parlait du contrôle qualité. Aujourd'hui presque et for sure demain, l'IA sera capable de détecter de manière automatique sur nos photos si un ciel bleu a bien été ajouté, s'il n'y a pas de contre-jour, si les plaques d'immatriculation ont été floutées, si les gens ont bien été filés. Ça nous permet de gagner du temps, par exemple. Avec l'IA, on veut être aussi capable d'apporter des services plus performants à nos clients. Savoir, par exemple, en immobilier, quelles sont les photos plébiscitées par le public de telle région versus le public de telle autre région, qui nous permettrait, nous, d'optimiser nos process et d'optimiser la qualité des livrables. Mais je crois qu'on est le pivot. La photographie, qu'on le veuille ou non, et nombre de nos concurrents ont fait cette erreur et ne sont plus là, la photographie, c'est une prestation humaine. Donc nous, notre job, c'est d'homogénéiser un maximum, d'industrialiser tout ce qui peut l'être. Il n'en demeure pas moins que c'est un être humain qui est derrière son appareil photo, avec sa sensibilité, avec sa créativité, et ça, on le retrouvera. En revanche, on peut mettre en place un certain nombre de standards pour typiquement, quand on travaille pour des chaînes, garantir cette homogénéité de rendu pour que leur vitrine soit plutôt identique, parce que typiquement si on shoot comme on l'a fait récemment, je ne sais pas, toutes les boutiques Nicolas, Yves Rocher, ce que vous voulez, il faut quand même que les vitrines se ressemblent. La spécificité locale, fine, on le retrouve d'ailleurs dans l'architecture, l'éclairage, l'environnement, mais qui est quand même une identité de marque commune. Je crois que c'est ce qu'on peut faire en s'appuyant d'une part sur l'IA et sur toutes les techs et qui ont fait évoluer le marché, mais on est très confiants. Ceux qui ont des studios de packshot, à mon avis, devraient peut-être un peu plus s'inquiéter. Ceux qui font de la photo pour le e-commerce aussi, mais jusqu'à preuve du contraire, pour aller shooter un appartement, il faudra toujours qu'il y ait un photographe qui se déplace. Mais l'IA fera mieux. On aura des retouches plus performantes, ça pourra repasser derrière. On peut faire ce qu'on propose nous d'ailleurs, du virtual staging, où aujourd'hui, grâce à l'IA, on est capable de réaménager une pièce de manière très industrialisée. Mais la base, les fondamentaux, c'est d'avoir les images. Et les images, c'est nous qui les produisons avec notre réseau de photographes partenaires en région. Il y a un sujet, tu le disais tout à l'heure en intro, que vous, c'était important pour vous que ce soit une boîte qui fonctionne par elle-même. Il me semble que vous avez une première et unique levée de fonds de 300 000 €, il me semble, pour démarrer votre activité auprès de Michael Benabou, de VP, avec 2 autres investisseurs. Je vais laisser Ariane vous poser des questions qui vont aller autour de ces sujets de levée de fonds et d'expliquer aussi votre positionnement. Mais je serais curieuse peut-être déjà de savoir qu'est-ce qui les a convaincus avec votre projet à l'époque. Est-ce qu'ils vous ont aidé
en plus de l'aspect financier. Et puis évidemment, après, pourquoi ne pas avoir levé de fonds Alors, ce qui les a convaincus, je pense que c'est Sarah, parce que pour le coup, Sarah connaissait l'un des 3 investisseurs, et je pense que globalement, ils ont misé sur Sarah, dans un premier Puis sur temps. nous, il est gentil. Mais Essentiellement, d'abord sur Sarah. celui qui a mobilisé les autres était quelqu'un avec qui je travaillais. Donc à ce stade, les business angels, quand tu vas les solliciter sur un PowerPoint, ils lisent à peine ton idée. Ils misent sur des hommes et des femmes, en l'espèce d'un aimant. Bien sûr, c'est toujours comme ça que les gens réfléchissent. Mm. Start with the who, et puis après, on voit la suite. Et ils nous ont bien aidés, dans le pivot, parce que pour le coup, eux étaient très clairvoyants sur le fait qu'on n'allait pas gagner d'argent au début. Et du coup, ils nous ont bien aidés sur ce pivot pour nous aider à réfléchir et à prendre de la hauteur. Et ils nous ont accompagnés pendant quelques années. Ils nous ont aidés aussi par certaines introductions, notamment pour le développement d'un coffret cadeau, la Shooting Box. On aura l'occasion peut-être d'en parler un petit peu plus tard. Ils sont restés 8 ans. Et au bout de 8 ans, ils sont sortis et on est redevenu 100% propriétaire de My Photo Agency. Et c'est vrai qu'on est très content. On leur doit tout du début, parce que sans eux, on n'aurait pas lancé la boîte. Et on a été très content au bout de 8 ans de pouvoir reprendre notre liberté totale, même si leur présence était beaucoup plus positive que négative. Oui, on pourrait poser la question de savoir si c'est plus facile de lever des fonds ou de trouver des clients. J'ai l'impression que vous avez fait un choix. J'ai entendu parler de ta tribune sur lever des fonds ou gagner de l'argent. C'est une phrase assez choc et qui peut interpeller. Et donc ça m'intéresse de t'entendre développer cette idée. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile, mais je sais avec certitude ce qui est le plus durable. Et le plus durable, c'est de se constituer un portefeuille client, parce que ça traverse les crises, en tout état de cause, et c'est vertueux, puisque le concept d'une entreprise économique, c'est de gagner de l'argent. C'est pas de se faire subventionner à longueur de temps par des fonds que tu aurais cloqués, parce qu'une fois qu'ils ont mis une première fois, si tu es à la gorge, soit ils remettent une deuxième fois, soit ils plantent leur premier investissement. Et ça n'a jamais été notre vision de l'entrepreneuriat. On est vraiment des bâtisseurs. On s'est toujours inscrit plus dans une logique de commerçant, finalement. Si tu vends un, tu dois gagner plus qu'un, sinon ça veut dire que tu as perdu, a priori, de manière très logique. On n'a jamais vraiment saisi ce que voulait dire la valorisation. Comment on valorise, pourquoi on valorise. D'ailleurs, on n'adhère pas spécialement. Pourquoi ça se serait valorisé avec tel multiple et puis ça avec tel multiple. On est assez hermétique. Je crois, alors même si on apprend, à tous les concepts de finance. Il n'en demeure pas moins qu'on a une approche très pragmatique et réaliste de notre économie, ce qui nous a toujours orientés vers une croissance très forte, vers une gestion de My Photo en bon père de famille. On était sur un marché où c'était vraiment l'âge d'or des levées de fonds. Où en fait tout le monde annonçait des levées de fonds de record. D'ailleurs, chaque jour, le record était battu. Et moi, ce que je trouvais dingue, c'est qu'on accordait de l'intérêt que aux sociétés qui levaient et qu'il n'y avait même pas de place pour des brèves dans les médias, même les médias échos, pour parler des entreprises qui réussissaient, qui gagnaient de l'argent. L'attraction se faisait par la levée de fonds. Je trouve que c'est grave, en fait. Parce que dans la perception, dans les carrières qu'on pouvait créer à l'époque d'entrepreneurs, il y avait beaucoup de déceptions. Parce qu'un mec qui était à HEC ou une femme qui était à Dauphine se disait, attends, c'est facile, moi je vais créer ma boîte, je vais faire un tour de table, et sous 3 ans, j'aurai une super valo, je vais sortir, et après, advienne que pourra. Je vous prie de me croire qu'il n'y en a pas beaucoup pour qui ça s'est passé comme ça. Et même des grosses anciennes success stories qui sont transformées en échecs cuisants, c'est pas des modèles en fait. C'est pas kiffant. Et en tout état de cause, on est assez lucide sur le fait que des levées de fonds dans certains secteurs, dans l'intelligence artificielle, il est évident qu'il en faut. Dans certains domaines, c'est un prérequis. On estime que dans le nôtre, ça l'est pas, qu'on est dans une boîte de service. Alors oui, ça peut parfois aider à améliorer le développement et à accélérer le développement, mais les bases doivent être là. Avec ou sans levée de fonds, ça doit être là. On doit avoir un modèle, on doit avoir une organisation rentable, et à partir de là, oui, pourquoi pas, on peut lever des fonds pour aller plus vite. Pour internationaliser, bien sûr, pour développer de nouvelles verticales, pour développer de nouveaux produits. Qu'on soit très clair, on n'a pas organisé de manif dans la rue avec des pancartes pour dire qu'on était contre les levées de fonds. Absolument pas. On est contre lever
pour lever. Et on dénonçait aussi à ce moment-là un système qui abreuvait des startups qui n'avaient pas de modèle économique, qui n'avaient jamais réussi à dégager un demi-euro, qui les abreuvait en argent. Ça dévalorisait tout. Nous, ça dévalorisait même notre milieu. Puisqu'à l'époque, quand on avait publié cette tribune dans le challenge lever des fonds ou gagner de l'argent, c'était après la levée de fonds record de notre concurrent Miro, qui faisait un chiffre d'affaires proche du nôtre et qui était qualifié de licorne, qui était dans le Next 40, qui avait levé donc 240 millions, enfin annoncé avoir levé 240 millions. En fait, Miro, ensuite, ça a été plus de 3 plans sociaux. De suite, c'est des vies derrière, en fait. Dégager des collaborateurs par 500, c'est pas anodin. Et Miro, aujourd'hui, ça n'existe plus. En tout cas, ça n'existe plus sur les sujets des shootings photos. Quand ils ont levé de l'argent, Miro, ça a été très positif au début pour nous parce que ça a mis les projecteurs sur notre secteur d'activité et donc ça a généré de l'attraction, côté photographe et côté client. Mais ensuite, ils nous ont complètement plombés. Parce qu'à chaque fois qu'on était en discussion avec des prospects ou des clients, ils nous disaient « Non mais attends, on a vu Miro, c'est bon, c'est tarte à la crème votre truc, c'est une banane, vous allez planter, les photographes s'en vont, on ne sera pas sûr de la qualité. » Et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on récupère des clients et on doit faire le SAV de Miro en expliquant qu'il est possible de faire notre métier et de le faire bien. Et que le fait de gagner de l'argent, lever de l'argent, c'est pas un gage de réussite et de sérieux. De lever de l'argent, c'est pas un gage de réussite et de sérieux. Parce que quand il y a des prospects qui nous disent mais même Miro n'y arrivait pas, mais justement Miro n'y arrivait pas, et c'est pas la levée de fonds qui a aidé. Et je pense qu'on a assez, je dirais pas mal vécu, mais ce qu'on trouvait assez rageant quand même à ces moments-là, c'était tout cet écosystème et ce qu'on pouvait lire un peu partout de communiqués qui étaient repris mot à mot sans même vérifier quoi que ce soit, sans même vérifier un client, et c'était le communiqué de presse de la levée qui était repris tel quel dans des articles, et on se disait mais les mecs, en fait c'est pas vrai ce qui est dit dans cet article. Et au final, et moi ça j'en suis super fière, et je crois qu'on a ça aussi en partage avec Dan, au final, qu'est-ce qu'on retiendra de l'histoire de Miro ? Quelques cofondateurs qui sont partis avec des millions, c'est tout. L'histoire de Miro, ça s'arrête là, point final. Je ne sais pas où on ira, mais nous, on a aujourd'hui des collaborateurs qui nous suivent depuis plus de 8 ans. On paye les salaires de chacun d'entre eux toujours. On permet à un écosystème de photographes assez dense, non pas de vivre exclusivement avec My Photo Agency, comme le disait Dan, mais de pouvoir compter sur nous. C'est pas rien. Et on accompagne des clients dans le développement de leur stratégie de contenu. On est une vraie boîte, en fait. On n'est rien, hein. On n'est pas une licorne. Moi, je trouve pas du tout qu'on soit un modèle. On s'est jamais revendiqué comme tel. Et on ne l'est pas. On est une vraie boîte. On est des vrais entrepreneurs qui gagnent de l'argent, qui vivons de l'argent qu'on a gagné. Nous, personnellement, en personne, on vit de l'argent qu'on a gagné. Et pareil pour toutes les parties prenantes de l'aventure My Photo Agency. C'est rien de spé, mais c'est une réalité. Ça existe, c'est tangible. Oui, bien sûr. Oui, et c'est très très sain comme raisonnement. Mais finalement, la question que je pose est sans aucun biais derrière. Mais il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, en fait, de lever et de pas lever. Ce qui est mauvais, c'est quand c'est fait pour les mauvaises raisons. À refaire, je comprends que vous referiez exactement pareil. Mais finalement, en tant qu'entrepreneur, est-ce que parfois tu te poses la question de ce que tu aurais apporté, avantage, inconvénient, que tu aurais pu aller trouver toi, malgré et avec un modèle rentable et sain, ce que peut apporter un capital plus important à un moment on aurait été sans doute plus rapide, mais avec beaucoup plus de risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris le temps. On est en croissance de 20 à 25% par an. Alors on aurait pu être en croissance de 50, 70, 100%, mais avec les risques que ça comporte, c'est-à-dire les risques d'agrandissement de l'équipe du jour au lendemain, une équipe qui double, on n'est peut-être pas capé pour gérer. Et c'est pas ce dont on a envie. Après, au-delà de ce qu'on a envie, oui, si on l'avait fait, il y avait une voie pour faire ce qu'on a fait plus rapidement avec des fonds. Sans aucun doute. Mais avec les risques que ça comportait. Et puis c'est ce dont on n'avait pas envie. Voilà, c'est chaque chose en son temps. Vous aviez été sollicité par des fonds. On a été évidemment sollicité droppé par assez des rapidement. Fonds. On a même été sollicité pour des intégrations, des rachats, etc. Mais nous, on est très serein. En réalité, depuis qu'on a trouvé notre modèle éco, je ne vous cache pas que les 2 premières années, c'était franchement l'enfer, parce que tu tournes en rond, tu ne sais pas comment te dépatouiller de tout ça. Mais à partir du moment où on a trouvé notre modèle économique,
Je crois qu'on a maintenu le cap, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pareil par rapport à l'IA. On a une vision très claire de ce qu'on veut faire. On ne veut pas brûler les étapes. Je vous disais qu'on était des bâtisseurs. Pour bâtir, on le fait brique par brique. Et je crois qu'à l'époque, celle à laquelle tu fais référence, on n'aurait pas été câblés ou pas les bonnes personnes pour accélérer. Ça aurait été trop vite, on se serait fait dépasser, on aurait sûrement paniqué. On ne va pas refaire l'histoire, ça aurait pu aussi bien se passer. Mais genre, il y a 0 regret de notre part, mais vraiment 0 regret. On est intimement convaincus depuis qu'on a trouvé ce modèle, contrairement à nombre de nos concurrents, que ce n'est pas du tout un marché de sprinters, mais un marché de marathoniens. La production de contenu audiovisuel, théoriquement, on va en avoir besoin longtemps. On en aura besoin de plus en plus parce que tout le monde s'y met, en réalité. Donc, il faut être capable de mener cette course de fond. Et c'est finalement du coup très cohérent avec le choix que vous avez fait d'ouvrir le capital à un family office plutôt qu'à un fonds. Exactement. Donc, fondatrice d'un family office, je vois très bien la différence entre les deux aussi, en vision long terme. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça, à la fois en tant qu'entrepreneur et personne humaine, et puis pour la société finalement C'est génial, c'est-à-dire qu'on est arrivé, même chose, je pense que les planètes se sont alignées et on n'avait pas prévu ça. On n'avait pas cherché ça initialement. Oui, c'est vrai, c'est la question, comment c'est arrivé ? Et c'est vrai que détour d'une conversation, on parlait à une personne avec qui on parle business de temps en temps, et il nous a dit vous savez, avec votre niveau aujourd'hui de rentabilité, votre on peut dire, parce qu'on lui doit beaucoup, c'était Benjamin Bitton de C Finance, avec qui on prenait des cafés régulièrement, et qui nous a dit non mais les gars, là, la boîte elle est solide, vous devriez réfléchir à un LBO. Voyez, mettez-vous ça en tête, réfléchissez-y. On savait même pas parce que c'était un LBO. Pour nous, ça nous parlait pas. Enfin, si, c'était une notion financière, mais on savait pas ce qu'il y avait derrière. Et c'est vrai qu'on a commencé à se renseigner, puis on a rencontré la bonne banque d'affaires avec qui travaillait, qui était Scalen, avec qui on a eu un super fit. Et tout est une question de fit, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu de fit avec une banque d'affaires, on n'aurait jamais même lancé la procédure. On s'est bien entendu. Ils nous ont présenté assez rapidement Cèdre. On s'est super bien entendu et on s'est dit que c'était les personnes avec lesquelles on avait envie de construire un bout de chemin ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous apporte un conseil super quali, une vision à long terme, une sérénité et c'est une continuité. Il n'y a pas de gros changements, c'est une continuité, mais ça nous permet d'ouvrir et d'avoir des perspectives à 5 ans, 10 ans qui sont écrites, et c'est bien. Cèdre, je pense que c'est le maillon de la chaîne qui va nous aider à passer de 10 millions de CA à 20 millions. Et j'ai pas dit de 10 millions à 50 millions. C'est ça la différence. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un family office. Il nous aide à structurer, il nous aide à formaliser, il nous aide à rentrer davantage dans les chiffres, à prendre nos décisions davantage sur de la data que sur du ressenti. Je vous disais tout à l'heure qu'on était assez hermétique au concept financier. On a la chance maintenant d'avoir un accompagnement high level de la part des collaborateurs de Cèdre Capital envers notre équipe comptable, pour qu'on puisse piloter la société. On a toujours géré un bon père de famille, donc on n'a jamais eu de sujet de trésorerie, etc. Mais là, on puisse vraiment tout piloter avec stratégie, avec des outils en réalité. Et ça, c'est très fort. On rentre dans un nouveau chapitre de l'histoire de My Photo Agency. C'était le bon moment. Si on avait attendu plus, pas un an près, mais si on avait attendu plus, je crains on aurait peut-être pu s'ennuyer ou tourner en rond. Là, on est reboosté comme jamais. On est convaincu qu'on s'était nous-mêmes fixé un plafond de verre qu'on va littéralement exploser, mais toujours avec des risques mesurés. Et c'est ça l'apport d'un fonds et d'un family office. Et chaque jour de cette année 2024, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a été bien inspiré de choisir un family office. Mais quel kiff, pas plus tard que ce matin, on était en rendez-vous on était chez Cèdre avec toute l'équipe, avec nos banquiers, et tout le monde était tellement supportif. On y va, mais comme là, hein. Même pas avec un ordinateur, en fait. C'est-à-dire qu'on a tout très bien en tête, parce qu'attention, on sait qu'on bosse un petit peu nos dossiers quand même, hein, mais on se parle de manière hyper transparente, on se dit tout, on est dans le même bateau, ils nous ont très bien compris, ça sert à rien de nous pressuriser, c'est nous qui nous auto-pressurisons. Et leur soutien indéfectible nous encourage chaque jour
à faire mieux, à être à la hauteur de leur confiance, c'est fort. Bien sûr. Et au niveau des équipes, est-ce que ça a été plutôt une réaction de les fondateurs prennent du recul, ou est-ce que c'était donc ce qui peut générer un peu d'inquiétude, ou est-ce que ça a été de nature à les rassurer en disant maintenant il y a un soutien financier, un sponsor, et donc ça permet de relancer des projets, d'avoir de la sécurité. Enfin, comment c'est? Bon, j'imagine un peu les deux. Alors, depuis qu'ils sont arrivés, on n'a pas vraiment pris de recul. Enfin, en tout cas, on ne s'est pas déchargé de quoi que ce soit. Donc, on est toujours aussi présent, si ce n'est plus. Mais non, je pense que c'est très valorisant pour eux, parce qu'au final, on a co-construit la boîte ensemble, et c'est très valorisant pour eux de se rendre compte qu'il y a quelqu'un de sérieux, un fonds, un family office qui s'intéresse à My Photo Agency et qui est là en soutien. Et on essaye de multiplier au maximum les rencontres avec les managers et Cèdre, et ils adorent en fait. Ils adorent se confronter à une personne d'extérieur, ça leur met un peu de challenge, ils adorent recevoir les feedbacks. Non, c'est plus une vision stimulante pour eux de se dire qu'on est accompagné par Cèdre. Et on a traversé avec nombre d'entre eux, parce qu'on a, comme je vous le disais, des collaborateurs de longue date, avec nombre d'entre eux, toutes les étapes d'évolution de notre marché. Je crois que quand on a annoncé l'arrivée de Cèdre au capital, la réaction, c'était plutôt de se dire, c'est notre moment, les gars, quoi. C'est notre moment. Il n'y a quasiment plus que nous sur le marché. Preuve en est, on vient, si ce n'est nous chercher, en tout cas, on a envie de travailler avec nous. On va tout défoncer. Et est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, tu disais tout à l'heure que ça vous avait apporté d'abord une approche un peu data-driven, des outils de pilotage, des compétences financières, etc., complémentaires pour piloter la boîte. J'imagine que ça vous a aussi apporté une certaine sérénité pour remettre l'énergie là où on doit la mettre. Enfin, c'est le côté positif. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est-à-dire que et c'est ce qui nous permet aujourd'hui peut-être d'avoir une vision beaucoup plus long-termiste qu'on pouvait avoir avant. C'est-à-dire qu'avant, on va réfléchir à la fin de l'année pour remplir nos objectifs de l'année. Maintenant, on va avoir une vision à long terme à 5 ans, 3 ans, 5 ans. Et ça, on peut le faire qu'en étant serein, in fine. Et ça, c'est un vrai gain de cette entrée. Enfin, finalement, le petit mot financier sur cette partie-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, sans tomber dans les écueils ou les excès de la finance que ça peut avoir de temps en temps sur les levées idiotes et inutiles. Finalement, la collaboration entre le bon fonds et la bonne boîte au bon moment et la capacité que ça a à créer de la valeur, de la sérénité, etc. Clairement. Exceptionnel. Et nous, ce LBO, il est arrivé au bon moment avec, comme le disait Dan, l'alignement de toutes les planètes. Benjamin Bitton qui nous met la puce à l'oreille, Scale & Partners et Anthony Grib et Simon Echen qui nous comprennent, qui nous adoptent et qui nous accompagnent dans ce processus qui est quand même long et fastidieux et totalement inconnu pour nous. Mais ils ont fait preuve de beaucoup de pédagogie, de patience. Et donc, de toute façon, on s'est senti en confiance tout le temps. Et ensuite, Cèdre, qui est autour de la table et qui était, je crois, le seul family office que l'on ait rencontré et qui a fait clairement la différence. Des banquiers, de la Bred, du LCL, exceptionnel aussi. Je ne sais pas comment vous dire. Je crois que quand les choses doivent se faire et qu'elles se font à bon escient, elles se font bien. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. On verra pour le prochain probablement, mais il n'y a pas de raison parce que, à nouveau, on est très serein. Les choses se passeront comme elles doivent se passer. On n'a pas un calendrier spécifique en tête. Alors évidemment, il y a des usages marchés, donc on est plutôt calé sur ce calendrier. Mais si ça doit être plus court, si ça doit être plus long, c'est pas grave. Et c'est aussi l'intérêt d'être avec un family office qui, je crois, ne va pas nous mettre la pression. Ça fait 4 ans, vas-y, là, faut qu'on sorte. Je crois pas que ce soit comme ça que ça se passe. On a une convergence d'intérêts qui prévaut par-dessus tout. Et finalement, je reprends une de tes citations qui était moi, je sais gagner de l'argent, mais je ne sais pas en faire. Bon, finalement, indirectement, tu vas en faire de l'argent puisque tu vas permettre à ceux qui sont investis à ton capital d'en faire. Est-ce que c'est quelque chose, dans la vision que vous avez tous les deux par rapport à ça, est-ce que d'abord vous en parlez entre vous? Est-ce que vous êtes alignés là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, c'est pas une idéologie, donc c'est pas qu'on est alignés. J'aimerais savoir beaucoup mieux que c'est le cas aujourd'hui, faire de l'argent. Ce que j'expliquais, c'est que gagner de l'argent par mon travail, j'ai globalement toujours réussi à le faire à différents niveaux, mais plutôt pas trop mal. En revanche, là, on rentre dans d'autres dynamiques d'investissement, etc. Et là, je me sens
hyper nulle. En plus, je me sens pas légitime. C'est hyper bizarre. J'ai un peu un syndrome de l'imposteur. J'ose pas trop poser les questions, dire au fait, ça peut m'intéresser parce que j'ai toujours l'impression que c'est obvious la réponse et que du coup, si je pose la question, ça veut déjà dire que je suis hors game ou alors qu'on va me balader. Enfin, je me sens pas du tout en confiance dans ce sujet et je laisserai Dan sur ce sujet, je laisserai Dan répondre. On en parle entre nous, mais bon, je sais pas trop ce que ça donne comme conclusion. Après, on est je pense, des bons chefs d'entreprise et à nouveau, c'est notre objectif, c'est de porter la boîte. On sait quelle trajectoire prendre pour faire de My Photo Agency une boîte en progression et de plus en plus rentable. Après, les autres considérations financières, c'est vrai qu'on n'est pas... Mais là, c'est surtout toi. Moi, perso. C'est ça la question. Ouais, non, pas trop, comme Sarah. On est très, très traditionnel. Parce que je crois qu'on sait faire de l'argent sur My Photo Agency, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Mais là, sur nous, la donne est différente. Et vous savez, ça dépend aussi quelles sont tes expectations, d'où tu pars et où tu veux arriver. Et nous, je crois qu'on est, alors pour le coup, très alignés là-dessus. On a aujourd'hui une qualité de vie extrêmement agréable. Évidemment qu'on veut toujours plus, qu'on veut toujours mieux, mais fair enough en fait. Ça nous va très bien, on est très reconnaissant de la vie qu'on a. Et du coup, ça ne te projette pas sur les mêmes risques parce qu'on est reconnaissant de la vie qu'on a. On sait le parcours qu'on a dû franchir pour y arriver. On n'est pas prêt à prendre trop de risques. Et je pense qu'on est assez raccord sur ces choses-là, notamment, et on l'a toujours été, avec Sarah, on vient plus ou moins d'un même milieu social, enfin en tout cas on a grandi plus ou moins de la même façon, on n'a jamais on gère notre vie comme on gère notre boîte, c'est-à-dire qu'on a toujours été très sérieux et cette vision fait que oui, on pourra vraiment faire mieux personnellement, mais qu'est-ce qu'on est heureux aujourd'hui. On n'a pas besoin honnêtement, on n'a pas besoin de grand chose en plus dans nos vies perso que ce qu'on a aujourd'hui. Et on est très, très, très content. C'est dur. Ouais, parfait. Oui, non, c'est intéressant. Non, c'était juste intéressant de voir finalement que faire l'argent et gagner de l'argent, ça peut se réunir finalement à un moment parce que les fonds d'investissement finalement ils sont dans les boîtes et en même temps c'est de l'investissement. C'est pour ça que donc ce sont des fonds d'investissement et aujourd'hui que nous on est entrepreneurs. Exactement. Mais on est, attention, c'est comme on n'a jamais été anti-levée de fonds et pareil, on va pas organiser une manif demain en disant on veut plus gagner d'argent. Pas du tout, c'est pas du tout le point et je pense qu'on va apprendre progressivement, on découvre en vrai. Nous, tout ça là, c'est nouveau pour nous. Donc aujourd'hui, on le prend comme un cadeau avec beaucoup de gratitude. Et au fil du temps, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va s'endurcir, qu'on arrivera à un niveau de maturité financière, économique différente. Et si on se reparle dans 5 ans ou dans 10 ans, peut-être qu'on pourra vous dire, les gars, je crois qu'on sait aussi faire de l'argent. Mais à date, c'est pas le cas. C'est pas grave, chaque chose en son temps. Du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile à trouver, les clients ou les photographes ? Les clients. Les clients, quand même. Les clients, après, ça va dépendre des personnes et des zones. Il y a des zones dans lesquelles les photographes peuvent être compliqués à trouver. On a des photographes en Corse, mais on va dire que le maillage de la Corse est peut-être plus compliqué à constituer que le maillage d'Île-de-France. Et après, ça dépend des périodes. On a des périodes où on a beaucoup d'entrants, beaucoup de charges commerciales et beaucoup de nouveaux projets. Et il y a des périodes où c'est plus compliqué de faire entrer des nouveaux clients. Mais les deux sont un challenge, mais les clients sont quand même un petit peu plus compliqués à trouver. Sur les clients, c'est même pas tant la transformation qui est difficile, c'est l'identification de la solution. Nombre des clients qu'on démarche ne savaient pas qu'il existait aujourd'hui une solution permettant de shooter, à titre d'exemple, un réseau de 1000 points de vente en 2 semaines. Sans faire déplacer de photographe. En plus, par rapport aux problématiques RSE, on est quand même très bien positionné. Une fois qu'on leur a présenté nos services, qu'on leur a indiqué qu'on existait, c'est tout bénef pour eux. Évidemment pour ces productions de contenu primaire, mais ensuite, je vous parlais de guichet unique. Ils nous sollicitent pour tout. On va prendre un client comme Kaufman & Broad, qui est un client historique. On a commencé pour Kaufman & Broad à shooter les programmes livrés pour qu'ils puissent disposer d'un book et ensuite essayer d'aller gagner de nouveaux terrains auprès des collectivités territoriales, montrant que ce qu'ils avaient réalisé était conforme à ce qu'ils avaient promis au départ. On est passé des shootings des programmes livrés au suivi de chantier. Chaque mois, on envoie nos photographes dronistes partenaires
faire des photos des chantiers pour que les clients soient informés de l'évolution des constructions. Ensuite, on a couvert les événements, puis on a fait les portraits du COMEX, puis on a fait des photos de packshot des matériaux pour les cuisines, les salles de bain, puis des visites virtuelles au stade de la Cloison. Donc, c'est génial. On est des producteurs de contenu. On a ce réseau de producteurs de contenu. Dès que ça touche à l'image, on est capable de le faire. Et nous aussi, on level up avec notre réseau de photographes. On grandit ensemble, on s'équipe ensemble, on se forme ensemble et on délivre ensemble. Top, super intéressant. Je reprends la partie 3, notre dernière partie, parce qu'il y avait quand même un sujet qui est vraiment important, dont je voulais qu'on ait le temps de parler aujourd'hui. C'est le collectif Nous Vivrons, notamment, qui vous anime. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sarah, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et ce que tu y fais aujourd'hui? C'est le collectif Nous Vivrons, c'est un collectif qu'on a monté au lendemain des massacres du Hamas en Israël du 7 octobre 2023. Explosion de l'antisémitisme en France, grande marche contre l'antisémitisme appelée par les présidents de l'Assemblée et du Sénat le 12 novembre. Et ce jour-là, la France insoumise, qui s'était illustrée par ses sorties antisémites pendant des semaines, décide de ne pas marcher avec les autres, mais de faire un contre-événement et d'aller se recueillir au monument du martyr du Vel-d'Hivre. Et nous, on a considéré que si on était capable de subir leurs tweets nauséabonds sans cesse, on les laisserait pas salir la mémoire de nos grands-parents au Vel-d'Hivre. Et donc, comme ça, de manière très spontanée, en s'envoyant 2-3 WhatsApp, on est une vingtaine à s'interposer face à la France insoumise pour les empêcher de déposer cette gerbe mémorielle, faussement mémorielle, au Vel-d'Hivre. Et à ce moment-là, ça nous a donné beaucoup d'énergie. Comme je vous l'ai dit, avec Dan, on s'est rencontrés à l'Union des étudiants juifs de France. Donc, on est très militant. C'est quelque chose qui nous a porté. Quand on était étudiant, on était à la fac la journée et on militait la nuit. Enfin, vous voyez, c'était ça, notre vie étudiante. Et moi, je considère que c'est aussi ce qui a changé notre vie. C'est ce qui, moi, a donné un sens à la mienne, d'être capable de s'occuper d'autre chose que nous-mêmes, tu vois, de penser à autre chose que comment faire de l'argent. Je trouve que ça a un peu plus de valeur pour le coup. Et à ce moment-là, donc avec d'anciens copains aussi de l'UEJF, on a fait ce que je viens de vous décrire et on s'est dit, faut qu'on continue. Faut qu'on réoccupe l'espace. En réalité, et la promesse du collectif Nous Vivrons, ça a été à ce moment-là, nous ne nous tairons plus et nous ne nous tairons plus. On ne laissera plus le terrain aux antisémites. Et on a un tissu associatif communautaire très fort en France, institutionnellement, en termes de relations avec toutes les parties prenantes de la République, mais on n'a plus de militantisme de terrain. Et c'est ça qu'on a voulu recréer en l'occupant, ce terrain, en étant dans la rue. Et la promesse qu'on s'est tous fait ce 12 novembre-là, c'était de se dire, partout l'antisémitisme surgira, nous serons là. Et depuis un an, je crois qu'on est bien là. Ok, passionnant. Alors, ça, c'est sûr que je préférais faire autre chose. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à articuler votre temps, parce que ça, c'est une activité qui est très importante et qui doit vous prendre aussi beaucoup de temps. En parallèle, vous avez aussi votre entreprise qui vous prend beaucoup de temps. Tu disais en plus d'introduction, tous les deux, vous disiez que vous avez des enfants qui sont assez jeunes. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça ? En réalité, c'est du non-stop. Ça veut dire que je dors vraiment peu, pour le coup, depuis un an, et j'ai peu de week-ends occupés par les dîners avec les copines, etc., comme ça pouvait être le cas avant. Mais c'est un détail. En fait, je vais te répondre à comment on articule, mais il faut quand même avoir en tête que la vie des Juifs du monde entier a basculé après le 7 octobre. Donc là, on se concentre sur la vie des Juifs de France. Donc, en réalité, on est quand même peu à dormir. Donc moi, au lieu de tourner en boucle, je médite. Donc je crois que c'est ce qui m'a fait sortir du marasme en réalité, parce qu'après le 7 octobre, j'étais complètement acculée dans mon canapé, complètement déprimée, capable de rien faire. Et en reprenant les armes et en remilitant, ça m'a donné beaucoup d'énergie, ça m'a donné beaucoup de fierté aussi, et ça m'a permis quand même de traverser cette année. Donc on a, j'ai envie de vous dire, comme à l'époque de l'UJF, il y a My Photo Agency le jour et il y a Nous Vivrons le soir et les week-ends, et ça marche. Et les enfants et mon mari... Ça, c'est les vacances. Voilà. Il faut beaucoup partir en vacances pour pouvoir se focus. Il faut essayer de compartimenter, ce que j'essaie de faire de plus en plus maintenant, parce qu'on apprend aussi, mais à avoir des slots, en fait. Des slots pour chaque sujet, pour pouvoir avoir ton esprit concentré là où tu es. Parce que c'est ce qui est très difficile. Et en réalité, avec l'actualité de l'antisémitisme, c'est pas si facile que ça de cloisonner, parce que tu reçois en général quelques notifications dans la journée qui te déconcentrent. Mais j'ai envie de vous dire que c'est
presque pas lié à Nous Vivrons, ça. Ça veut dire qu'en tant que juif, quand tu es happé par cette actualité antisémite, dans tous les cas, ton attention, elle peut pas être pleinement focus sur ton travail, sur tes enfants, sur ta famille, sur quoi que ce soit. Parce qu'il y a une angoisse latente. Après, chacun l'adresse de façon différente, moi en manifestant. Ouais. Et toi, Dan, comment est-ce que tu as vécu la création de Nous Vivrons? Est-ce que c'est Sarah qui t'a appelé, tu t'es dit, bon, c'est Sarah, j'y retourne? Ou est-ce que c'était toi qui avais... déjà, je suis extrêmement admiratif de Sarah et je la connais et je l'ai rencontrée avec cet aspect militant et cette force incroyable qu'elle peut avoir pour exprimer ses convictions. Et je pense que c'est vital pour elle. On s'est rencontrés comme ça, dans ce cadre-là. Donc, je suis extrêmement admiratif de chacune de ses actions parce qu'elles sont extrêmement bien pensées, elles sont extrêmement smart, elles sont extrêmement justes. Chaque prise de parole est vraiment est intelligente. Moi, je suis en majorité de mon temps à Tel Aviv, donc Nous Vivrons un militantisme de terrain, donc malheureusement je peux pas être sur le terrain. Après j'essaye d'être présent si Sarah en a besoin et pour pouvoir lui donner mon point de vue, l'aider si elle en a besoin sur certains aspects, mais je suis très content parce que je pense que je suis très content qu'elle prenne ce temps pour le faire parce que je pense que c'est vital pour elle et puis c'est indispensable que ça puisse exister. Et ton regard, toi, justement, étant basé à Tel Aviv, est-ce que du coup ça te permet d'avoir un regard peut-être différent sur ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde et comment est-ce que vos visions elles peuvent être complémentaires par rapport à ça? Je suis happé aussi par ce qui se passe sur le terrain. Donc j'ai une attention qui est démultipliée entre ce qui se passe là-bas sur le terrain et la situation en France aussi avec cette explosion de l'antisémitisme. Je suis extrêmement évidemment au fait, extrêmement évidemment plus que concerné et je pense que il est indispensable qu'il y ait un réveil quoi. C'est pas envisageable de toute façon que la France est évidemment mon pays. J'ai grandi en France et j'ai ma photo en France et ma vie pourrait se refaire en France à n'importe quel moment et il est évident que pour nos enfants on a besoin que la situation s'améliore. C'est inenvisageable. Et alors est-ce que justement vous auriez tous les deux d'ailleurs un conseil à donner? Tu dis que c'est un sujet de militantisme et de terrain. C'est finalement les petites actions de chacun au quotidien dans la capacité à expliquer, à faire stopper, à corriger au jour le jour. Tout le monde n'est pas forcément autant de force de caractère ou d'énergie pour devenir un militant dans les magazines ou sur les plateaux télé, mais quand tu croises quelqu'un qui te dit comment on peut aider la lutte contre l'antisémitisme, qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui? Je pense que la première étape qui changerait déjà considérablement la donne, c'est d'être à l'écoute, c'est de faire preuve davantage d'empathie et d'être tout simplement supportive. Parce que ce que vivent les Juifs de France depuis 1 an, c'est évidemment une angoisse majeure en termes d'antisémitisme, mais c'est une solitude terrifiante, en réalité. On applique le « on vous croit » pour toutes les communautés, mais les Juifs, finalement, seraient les seuls à ne pas avoir le droit d'exprimer de la peine, de l'angoisse, de la colère, parce que les Juifs, de toute façon, ils en font toujours trop. Cet antisémitisme, oui, mais bon, tu comprends, ouais, bon, ça va, quoi, enfin, tu vois, et puis ils l'ont quand même un peu cherché. C'est vraiment d'être présent, d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre et de faire preuve d'empathie et de bienveillance. Déjà, je pense qu'on avancerait très considérablement dans la lutte contre l'antisémitisme. Les Juifs, c'est une minorité. C'est une minorité racisée par ailleurs, et qui convient d'aborder et de traiter comme une minorité. Une minorité, certes, très intégrée au regard de l'histoire des Juifs de France, de l'ancienneté de l'intégration des Juifs de France, mais ça reste une minorité. Je pense que les petits gestes du quotidien dont tu parles, c'est cela. Après, éviter de dire sale juif dans la rue, ça marche aussi, mais je suppose que c'était pas la question. Oui, non, bien sûr. Oui, non, c'était vraiment la question de n'importe qui
qui voit ou qui est témoin, on va dire, d'un propos ou d'un comportement ou d'un débordement qui pourrait être... Apporter de l'empathie à la victime, parce que de toute façon, tu feras rien, Ouais. en tout état de cause. Et tu sais, je crois que depuis le 7 octobre, il y a une assignation à choisir son camp en France. Donc, dans tous les cas, il n'y a plus du tout de place pour la nuance. Donc, c'est pas en une discussion de 2 minutes que tu feras bouger les lignes d'une façon ou d'une autre. En revanche, apporter du soutien, de l'intérêt, de l'attention à la victime, que ce soit une victime d'agression physique ou une personne qui se sent dans une situation de victime, ça compte beaucoup. Tu parles beaucoup de l'injonction à choisir un camp et la difficulté à créer un dialogue. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de faire avec Nous Vivrons et comment est-ce que vous y arrivez ou pas? Quels sont les principaux blocages Alors oui, par bien rapport à sûr, ça on dialogue avec les autres associations, avec les responsables politiques, avec les journalistes, évidemment. Maintenant, nous, ça, c'est pas notre job. Chacun a son terrain. Nous, notre job, c'est vraiment celui du militantisme de terrain, avec des actions coup de poing, pour attirer l'attention qui ne le serait pas sur des sujets qui posent problème. C'est ce qu'on a fait le 25 novembre dernier en pointant du doigt le silence assourdissant des associations féministes sur les viols et les mutilations commis à l'encontre des victimes israéliennes par le Hamas le 7 octobre. C'est ce qu'on a fait en dénonçant l'antisémitisme crasse de la France insoumise qui pour moi est clairement responsable de la situation à laquelle on assiste aujourd'hui en France parce qu'à force de banaliser, on voit les plus 1000% d'actes antisémites. C'est très simple. Hein. Nos actes nous engagent, mais nos déclarations aussi. Et je ne suis pas certaine que ce soit très pertinent de jeter de l'huile sur le feu, plus qu'il n'y en a aujourd'hui, indépendamment de ses convictions. Je ne parle pas du tout de ça. Et indépendamment de ce qu'on pense de la politique, de ce qu'on pense de la situation, ça n'a rien à voir. Là, je vous parle vraiment puisque c'était ta question, de la lutte contre l'antisémitisme et de la situation des juifs en France. Donc ça, c'est notre job. On n'est pas dans le dialogue interculturel, etc. Il y a plein d'associations qui le font et c'est très bien. Maintenant, dialoguer, même nous, à titre individuel, avec nos propres amis, avec nos propres copains, connaissances, entourage, je trouve que le dialogue n'est pas devenu impossible, heureusement, parce qu'en plus, je suis pleine d'espoir et que je pense que la République est plus forte que tout et que la République finit toujours par gagner. Mais aujourd'hui, le dialogue est quasiment impossible. En fait, on ne se risque même plus au dialogue, de peur de l'interaction avec l'autre. C'est dingue quand même. Hein. Quand je vous écoute tous les deux en parler, il y a une question quand même qui me vient à l'esprit. Vous êtes hyper engagés. C'est un sujet qui est en plus effectivement présent sur la scène politique. Ça veut dire que ça vous implique. Est-ce que vous avez vous avez été amené à devoir gérer les conséquences de cet engagement, je pense, d'un point de vue du coup plus professionnel? Est-ce que par rapport à vos équipes, ça a pu susciter des interrogations, des remarques? Alors, j'imagine que les personnes que vous recrutez vont plutôt avoir tendance à être supportives, mais est-ce que vous avez justement eu des besoins de communiquer en interne ou est-ce que même en externe? Est-ce que, je ne sais pas, au moment de chercher un fonds pour vous accompagner, on vous a dit, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que potentiellement ça peut mettre en péril ou avoir un impact sur la visibilité de l'entreprise? C'est vraiment une question, je trouve, en toute transparence. Est-ce que les gens osent vous la poser? Est-ce que la discussion elle est possible sur ces sujets? Ou est-ce que finalement vous êtes obligé de vous couper en deux et puis d'avoir une face la nuit, tu ne peux pas te jour. couper en deux parce qu'en fait oui. c'est nous. Mais en tout état de cause, depuis le 7 octobre, être juif ou avoir donc être des entrepreneurs juifs ou avoir un bureau à Tel Aviv en Israël, ça a des conséquences et ça a un impact. Maintenant en fait c'est nous. C'est notre boîte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est aussi l'avantage en fait de gérer une société comme on l'a fait. On décide, on est très serein, on garde le cap, on est fiers de nos valeurs, on est fiers de notre identité et on n'est pas prêt à la cacher. Est-ce que ça a des implications nécessairement ? Nécessairement. Ça a des implications en interne, ça a des implications en externe. À ma connaissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a absolument pas porté préjudice à My Photo Agency. C'est énergivore, ça remet en cause, c'est des déceptions, c'est des questionnements. Comment tu fais interagir les équipes quand tu as une société qui, avant le 7 octobre, était la société Benetton avec un bureau à Rabat, un bureau à Tel Aviv et un bureau à Paris dont tout le monde s'enorgueillait et c'était génial et on était tous trop fiers de ça. Mais plus le 8 octobre, bizarrement. T'en prends ton parti, on a une société française implantée
en France, avec l'essentiel des collaborateurs qui sont ici dans le bureau à Paris. Et l'objectif de My Photo Agency, c'est d'honorer des contrats d'organisation de shooting photo. Est-ce que ça n'a eu aucun effet le 7 octobre, ce qu'on est, ce qu'on fait, ce que je fais? La réponse est évidemment non. Maintenant, on a le soutien de ceux qui comptent. Tu posais la question du fond. On a aussi choisi Cèdre pour ça. Pas parce que Cèdre est pro-israélien, c'est pas le sujet, encore une fois, c'est même pas mon sujet avec Nous Vivrons. Mais parce que Cèdre a, dans chacune de nos rencontres, fait preuve d'empathie, tout particulièrement à l'égard de Dan et de ce qu'il vivait en Israël, et fait preuve d'empathie par rapport à la souffrance des Juifs de France dont je te parlais tout à l'heure. Et ça, pour nous, je me souviens de ce dîner qu'on a fait avec l'équipe dirigeante. Rien, hein, juste demander des nouvelles. C'est pas trop difficile, comment vous vous sentez, on pense à vous. Rien que ça. Personne n'a dit oui, Bibi Netanyahu. C'est pas le sujet. On veut nous ramener à ce sujet, ce qui est le terreau de l'antisémitisme aujourd'hui, mais c'est pas le sujet. Et en fait, on s'est dit, déjà qu'on les trouvait géniaux, c'est sûr qu'on part avec eux, parce qu'en fait, ces gens sont capables d'empathie dans des périodes difficiles où on pourrait considérer qu'avoir un bureau en Israël, c'est peut-être pas la meilleure des idées pour faire son BP. Et eux ont compris qu'au contraire, ce serait notre force. Et c'est ce qui nous permettrait de tout casser à n'importe quel moment. Donc, ceux qui comptent sont supportifs dans le sens du soutien personnel pour ce qu'on est et pour ce qu'on vit. On ne demande rien d'autre. Et vous avez du coup toujours votre bureau à Tel Aviv aujourd'hui? Bien sûr, Dan y est. Oui. On a toujours le bureau à Tel Aviv, on a toujours le bureau à Rabat. Ces choix de bureau, c'est pour accompagner des choix de vie. Et parce que ça a toujours été important pour nous de le faire, pour les personnes qui comptent. En tout état de cause, le bureau à Rabat a été monté par Samia, qui était dans nos bureaux ici à Paris pendant 5 ou 6 ans et qui, après son mariage, s'est réinstallée au Maroc. On voulait impérativement la garder, elle voulait impérativement rester chez nous et on lui a proposé de transférer son activité là-bas. Et du coup, elle travaille de là-bas avec une équipe maintenant, puisqu'on a monté des équipes thématiques par pays. Et Samia en a une. Et moi, dans mon choix de vie, je me suis installé il y a 6 ans à Tel Aviv. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir la partie commerciale, en tout cas, avoir mon directeur commercial à mes côtés, qui est un Français qui est installé là-bas. Et on a 2-3 personnes avec lui aussi dans ce bureau-là. Et on travaille pour le marché français de là-bas avec une équipe française. Ok, très clair. Notre interview va toucher à sa fin, mais avant j'ai une dernière question que je voudrais vous poser à chacun, et que je pose à chacun de mes invités. Alors en général, je demande à mes invités de me donner un conseil, et vous concernant, moi il me semble qu'il y a quelque chose qui marque en tout cas dans ton parcours et dans ton attitude, Sarah, c'est cette capacité à assumer tes choix et à garder un cap, comme tu l'as dit plusieurs fois. C'est quoi ton baromètre intérieur qui te permet de savoir que c'est la bonne direction? C'est quoi la méthode, Sarah, pour se dire, en fait, je suis dans le juste, je suis sûre que c'est la bonne direction et j'y vais, je fonce? Je vais clairement toujours au bout des choses, mais je suis pas sûre qu'il faille en faire un sketch et que je saurais pas le faire autrement, en fait. Je suis super entière. Je connais pas trop la zone grise. Parce que déjà, cette zone grise, elle m'angoisse énormément. Le doute, je ne supporte pas le doute. Je supporte pas la non-prise de décision. C'est extrêmement anxiogène pour moi. J'ai besoin que les choses soient rangées. J'ai besoin de savoir où je vais. Et en fait, du coup, ça me pousse à aller toujours plus loin pour défendre ce en quoi je crois. Et ce qui me laisse penser que c'est juste, c'est quand je me bats pas que pour moi. En réalité, parce que je trouve vraiment que ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, ma vie, c'est vraiment le collectif. Ce qui m'anime, c'est l'équipe, quelle qu'elle soit. Ça va être l'équipe de My Photo Agency, ça va être ma bande de 20 copines que j'ai depuis 20 ans, ça va être évidemment mon mari et mes enfants, c'est mon clan, ma famille avec mes parents, ma sœur, mes grands-parents, etc. Mon équipe de Nous Vivrons, c'est de me dire, on fait les choses ensemble, on se bat, ou on s'amuse d'ailleurs, parce que je passe pas ma vie à me battre non plus. On vit des choses ensemble, on les partage. C'est ce qu'on a vécu avec Dan à 2 pendant un certain temps et ça nous a construit. Aujourd'hui, on est complètement en capacité de le partager parce qu'on a ce socle solide qu'on a entre nous. Mais je crois que c'est ça, c'est vraiment d'aller au bout des choses. Et je crois être dans le juste quand je suis dans une démarche collective
qui va porter une équipe et qui va bénéficier à tous. J'ai l'impression que, bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister et ça servira sûrement à quelque chose. Et pas qu'à moi. C'est pas kiffant, en fait, si on partage pas. Ouais. Et toi, Dan, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Sur nos façons de fonctionner, et je pense que c'est ce qui fait l'équilibre entre Sarah et moi. Sarah qui a un vrai cap et qui y va quoi qu'il arrive. Moi, j'essaye, en tout cas, j'ai toujours essayé d'être assez pragmatique dans mes approches. Et je suis peut-être plus au jour le jour, mais plus en essayant vraiment de regarder quelles ont été les décisions il y a 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé depuis, et peut-être moins de vision à long terme et beaucoup plus d'essayer de pourquoi pas de tester des nouvelles choses, pourquoi pas de partir des faits, essayer de regarder le quotidien. Et alors peut-être un peu trop sur le feeling. Jusqu'à maintenant, alors on ajoute beaucoup de data maintenant depuis que Cèdre est là sur le feeling, mais en tout cas le feeling est important. Le feeling n'était pas mauvais, a priori. Pour le moment, il nous a plutôt bien guidés, ouais. Super, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, bravo, Ariane. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode de Just Focus, nous accueillerons Christophe Poupinel. Après un parcours d'entrepreneur à succès, il a rejoint le fonds Easy comme board member. Il a aussi cofondé Share It, qui accompagne gratuitement les associations qui souhaitent développer leur présence sur le web. On en parle très bientôt.